Devant vous ce matin et à mon tour je remercie les organisateurs, le secrétaire de la culture Javier Alejandro Torres et le directeur général du développement culturel Juan Carlos Díaz Medrano. Je me permets de féliciter les organisateurs por este encuentro, pour leur formidable accueil d'abord, por la gran recepción que he tenido apporté. y la alegría que me han aportado, sin olvidar Toutes les équipes et le todos los equipos y el culturel universitaire du Centro Cultural Universitario pour Bicentenario son accueil dans cette magnifique por salle. la recepción en esta gran y magnífica sala. Merci à mon traducteur, j'espère que je ne vais pas parler trop vite. Gracias a mi traductor, espero no hablar tan rápido. Et enfin, c'est mon plaisir aussi de Y al final remercier es un gran placer l'intervenante précédente qui va me permettre la intervención d'enlever la veste anterior que me va a permitir retirarme pour être mi saco un peu plus para à estar l'aise. un poco más a Les gusto. limitations vont s'arrêter là. Y las limitaciones aquí van a acabar. Et maintenant, comme disaient les Ahora, bons como yo pitons, decía, quelque chose de complètement différent. algo completamente diferente. C'est sans doute parce que la France Sin duda, como la est Francia reconnue comme la première es destination reconocida como la primera touristique destinación mondiale, turística del mundo, celle qui comptabilise le plus aquella que d'entrées contabiliza la de mayor visiteurs entrada étrangers de visitantes chaque année, extranjeros cada año, et que la France y fait aussi que figure Francia también de modèle, es figura importante y un modelo, peut-être de référence, tal vez un modelo de referencia avec d'autres pays, con otros en países matière de politique en publique materias de de la políticas culture, públicas acerca de la cultura, qu'il a été décidé de solliciter y un se ha deuxième decidido solicitar intervenant français una segunda intervención francesa dans ces rencontres, en este encuentro. et plus particulièrement sur les Y de liens manera más particular, entre más la particular culture sobre la cultura et le développement y el du desarrollo tourisme. del turismo. Excellente idée. Una Ça gran me idea. permet Esto me permite d'être ici estar aquí maintenant. en este momento. J'aimerais ce matin partager avec vous Esta mañana me gustaría trois compartir con convictions ustedes tres convicciones. qui sont aussi celles de nombreuses personnes en France et ailleurs sans doute. Y sin duda es algo importante en Francia. La première conviction, El primer punto, c'est que la culture, es que la cultura, on verra après de quoi on parle, después vamos a la ver que culture hablamos de joue cultura. un rôle La important cultura juega un dans rol muy l'évolution, importante en la evolución, le développement el et desarrollo l'avenir du tourisme. y el seguimiento y el crecimiento del turismo. Et il me semble que l'une Me parece et l'autre que una o la convergent otra se juntan, dans convergen la découverte, en el la descubrimiento, rencontre el avec reencuentro, l'autre, d'une part, una con otra, et d'autre part, dans de l'émotion una parte y de otra parte le con las plaisir emociones, el placer, qu'ils peuvent tous les deux y así susciter pueden los dos chez les personnes. pasar y suceder en Bien las sûr, personas. culture Claro et está tourisme, que la cultura ces y el deux turismo son activités dos actividades contribuent au développement que non seulement contribuyen al économique desarrollo no solamente des económico peuples et des nations, de las personas des y de las régions naciones, et des de las communautés, regiones y de las mais comunidades, aussi au pero progrès también en el progreso et surtout à y sobre l'épanouissement individuel. y sobre todo al desarrollo individual. La deuxième conviction, La segunda convicción, el segundo punto, c'est que le tourisme culturel es que el turismo cultural est une forme de es una tourisme manera de qui va turismo continuer de se développer que continúa desarrollándose et qu'il est peut-être y que possible tal vez es posible de le considérer comme une forme considerarlo como una supérieure de forma tourisme. superior de turismo. Non pas meilleure, No non mejor. pas de plus grande valeur, No de un valor mais más grande, supérieure pero dans le superior sens en el sentido que les économistes que los economistas qualifient les biens et califican services los bienes y supérieurs los servicios superiores qu'ils distinguent des y biens los et services distinguen de los de bienes y base. servicios básicos. Bien sûr, dans ces Claro está conditions, que en estas condiciones, l'un des enjeux clés, uno de los juegos claves c'est que ce tourisme culturel es que el turismo cultural ne soit pas un luxe, no es de lujo, ne no soit debe pas ser de réservé lujo, no debe estar à un reservado petit nombre de a un personnes, pequeño mais número de personas, accessible sino et accesible pratiqué par le y plus grand nombre qui practicado le souhaite. por la gran población que lo desea. Bien sûr, dans une perspective Claro que desde una renouvelée, perspectiva renovada, telle qu'elle se développe actuellement, aquella que se desarrolla par rapport actualmente au concept traditionnel de en tourisme de referencia al masse. concepto tradicional del turismo de masas. D'ores et déjà, la culture, les activités culturelles La cultura, las actividades occupent une culturales place importante toman parte dans toutes les autres importante formes de en tourisme. todas las otras formas de turismo. On constate un mélange, Podemos constatar una mezcla, une hybridation un híbrido
pendant les séjours, pendant les vacances, où les personnes vont mélanger les activités sportives, la promenade, le farniente et la visite culturelle, le repas gastronomique, etc., etc. Cette diversité des activités possibles constitue un facteur important de l'attractivité des destinations. En tout cas pour un nombre croissant de personnes, ce qui ne veut pas dire pour tout le monde. Enfin, la troisième conviction, que j'espère dans la suite de mon intervention étayée, comme les deux précédentes, c'est que pour ces deux premières raisons au moins, la culture comme le tourisme mérite l'attention publique de la collectivité et donc des politiques publiques dotées de moyens adéquats qui leur soient consacrés. Alors, pour aborder la question des liens entre la culture et le développement touristique, je commencerai par quelques repères en matière de tourisme, pour un peu cadrer ce dont on parle. Ensuite, je traiterai précisément la place et le rôle de la culture dans le développement touristique. S'il me reste un peu de temps, nous pourrons ensemble réfléchir en termes d'outils et d'instruments, d'axes de développement à partir des expériences françaises. Alors, je vais commencer par quelques repères sur les repères chiffrés sur le tourisme en France et au Mexique. Je l'ai dit, la France est, avec 83 millions d'entrées de touristes étrangers par an, pour les données les plus récentes, le pays est réputé la première destination touristique au monde. Il faut pondérer tout de suite cela, parce que la France n'arrive qu'en troisième, c'est déjà pas mal, en termes de recettes générées par ses arrivées. C'est-à-dire que ces 80 millions d'entrées de touristes étrangers génèrent 42 milliards d'euros de recettes. Si je ne me suis pas trompé dans la conversion, ça fait 736 milliards de pesos. Les touristes étrangers dépensent un peu plus aux États-Unis et en Espagne, en partie parce qu'ils sont plus nombreux à y rester plus longtemps. Cela me permet de préciser qu'en France, sur ces 80 millions d'entrées de touristes étrangers, un grand nombre ne font que transiter. La France est géographiquement située à une sorte de carrefour de l'Europe, entre l'Europe du Nord et l'Italie et l'Espagne par exemple, mais aussi l'Afrique du Nord. Ces personnes qui transitent sont comptabilisées comme des touristes étrangers parce qu'ils vont passer au moins une nuit en France. Mais on comprendra que leurs activités touristiques vont être limitées. Et on a estimé à peu près que le vrai nombre de touristes étrangers qui viennent faire du tourisme en France, c'est non pas 80 millions de personnes, mais 60 millions. Alors vous voyez qu'il faut faire attention avec les chiffres. Par rapport à la situation française, j'ai trouvé quelques indicateurs, quelques chiffres sur le tourisme au Mexique que j'ai trouvé dans les documents qui ont été produits lors de la visite de notre président François Hollande au Mexique en mars 2014. Au Mexique, le nombre de touristes est 3 à 4 fois moins important de touristes internationaux qu'en France. Cela chiffre à 23 millions. Le Mexique est tout de même le 10e pays au monde en termes de nombre de touristes internationaux qui viennent faire du tourisme au Mexique. Ces
touristes étrangers génèrent 4 fois moins de recettes, ce qui est logique, puisqu'ils sont 3 à 4 fois moins nombreux, c'est-à-dire à peu près 173 milliards de pesos. Il faut considérer ici que les recettes générées par les touristes étrangers en France ou au Mexique ne sont pas la totalité des recettes du secteur du tourisme, bien entendu. Ils doivent intégrer les recettes du tourisme domestique et aussi de ce qu'on appelle les excursionnistes, c'est-à-dire les touristes qui vont venir faire une activité de tourisme, mais qui vont rentrer chez eux dans la journée. C'est pourquoi, avec des chiffres de fréquentation de touristes internationaux et des montants de recettes différents, le poids de l'activité du secteur du tourisme dans les deux pays est à peu près similaire rapporté au produit intérieur brut, au PIB. C'est entre 7 et 8%. Alors, le Mexique est bien sûr 2 fois plus peuplé que la France. Il se situe au 11e rang mondial en termes de population. De ce point de vue-là, son classement dans le nombre de visiteurs étrangers qui viennent chaque année au Mexique n'est pas aberrant. Il est conforme. Il y a adéquation. C'est plutôt le cas de la France qui est exceptionnel. Il y a quelque chose de spécial puisque la France ne se classe qu'au 21e rang mondial en termes de population et premier, plus ou moins, en termes de visites de touristes étrangers. En fait, les touristes étrangers rapportent à peu près le même montant de recettes par touriste en France et au Mexique. C'est entre 7 000 et 8 000 pesos par touriste. Il faut quand même noter que le montant des recettes générées par touriste en France est tout de même 20% supérieur à celui généré par les touristes étrangers au Mexique. Ce n'est pas neutre. C'est donc seulement que ce sont des recettes 4 fois plus importantes pour la France, qui proviennent d'un nombre de touristes 3 à 4 fois plus important par rapport au Mexique, et que l'on rapporte à une population 2 fois plus petite que le Mexique, qui fait que, en France, les recettes du tourisme international par habitant sont de plus de 10 000 pesos contre 1 500 pesos, 6 fois moins au Mexique. Mais on comprend pourquoi, c'est presque mathématique. Cela signifie qu'il existe d'importantes marges de progression pour le Mexique, tant sur le nombre total de touristes que sur, pour 20%, les recettes générées par les touristes. Il faut remarquer, pour terminer sur ce point, que les recettes du tourisme international en France ne totalisent que 30% des recettes totales du tourisme. Donc le tourisme international n'est pas non plus la totalité du tourisme. Une des caractéristiques essentielles à considérer lorsque l'on examine la question du tourisme international, ce sont les pays d'origine. En France, comme je l'ai écrit, 83% des entrées de touristes étrangers sont des touristes qui proviennent de l'Europe. Ces touristes européens génèrent les 3 quarts des recettes du tourisme international. C'est dire toute l'importance des pays voisins, de la proximité géographique, et on y arrive de la proximité culturelle dans les flux du tourisme international. Cette caractéristique, on la retrouve à l'échelle mondiale. C'est ce que nous confirme l'Organisation mondiale du tourisme. Plus des 3 quarts des touristes internationaux proviennent de la même grande région. L'Organisation mondiale du tourisme découpe le monde en 5 grandes régions. Et les 3 quarts des touristes internationaux qui voyagent dans une région sont originaires de cette même région.
Ceci, bien entendu, est une information assez importante lorsque l'on va considérer des pays ou des régions qui pourraient être la cible de campagnes de promotion touristique. À cette limite près, les déplacements touristiques internationaux se font essentiellement dans les mêmes régions du globe. J'ai repris, bien entendu, le très fameux graphique de l'Organisation mondiale du tourisme qui trace des perspectives très réjouissantes sur la croissance internationale du tourisme international. Donc on voit que la situation va continuer à se développer. Selon ces prévisions, on passerait de plus d'1 milliard de touristes internationaux en 2010 à 1,8 milliard de touristes internationaux en 2030, avec un taux de croissance annuel moyen de 3%, un peu plus de 3%. Pas mal. Alors, bien entendu, il faut tout de suite considérer qu'on aura des taux de croissance annuels moyens prévus, significativement différents selon les grandes régions du monde. Les régions où le tourisme international est déjà fort développé sont aussi celles où les taux de croissance seront les moins élevés. Par contre, vous pouvez voir que pour le continent, la région Centre-Amérique, qui inclut le Mexique, cette région fait partie des espaces où les prévisions de taux de croissance annuel dépassent 5% par an. Peut-être la perspective est assez rose pour le développement du tourisme international dans cette région. Bien entendu, ce sont des prévisions. Avant d'examiner le rôle que la culture pourrait jouer dans ces perspectives de développement du tourisme international, et réciproquement, en quoi les secteurs de la culture vont pouvoir bénéficier de ce développement du tourisme international. Parce que c'est aussi ça l'enjeu pour les secteurs culturels, d'avoir cette opportunité, on le verra. Je dirais 2 mots sur le tourisme domestique, le tourisme intérieur, c'est-à-dire le tourisme des habitants. Je l'ai dit, les recettes du tourisme international, en France en tout cas, ne dépassent pas 30% des recettes du tourisme total. C'est dire l'importance du tourisme domestique. La consommation touristique se répartit aux 2/3 de la part des résidents qui font du tourisme, et 1/3 seulement pour les touristes étrangers. Ce ratio est encore plus important pour le Mexique. 88% de la consommation touristique intérieure au Mexique est le fait des touristes mexicains ou des touristes résidents au Mexique, c'est-à-dire qui ne sont pas considérés comme visiteurs étrangers. C'est-à-dire que l'économie du secteur touristique national repose d'abord sur cette base domestique. Et c'est peut-être sur cette base-là qu'il faut commencer par réfléchir et sur laquelle il faut travailler. Parce que, à de rares exceptions près, ce ne sont donc pas les recettes du tourisme international seules qui vont permettre aux activités du secteur du tourisme et aux autres activités qui lui sont liées d'être financées. Et ça, c'est aussi valable pour les activités culturelles. C'est-à-dire que l'on peut considérer que c'est seulement, dans une certaine mesure, là où il peut y avoir un tourisme national, c'est-à-dire où il y aura une base d'infrastructures, de services et de notoriété à l'échelle nationale, que pourront venir ensuite les flux du tourisme international. Ou alors, on court le risque de ne vouloir développer que des destinations à la seule intention des touristes internationaux, d'une part de ne générer que des recettes limitées, pour différentes raisons, et aussi de courir le risque de la volatilité des flux du tourisme international qui peuvent très rapidement
changer muy rápidamente cambiar de destination, de puisque destinos porque pour le tourisme international, le marché est bien entendu mondial. como bien se sabe, mundial. Il y a une caractéristique très importante qui est partagée par les touristes internationaux et les touristes domestiques. C'est la concentration géographique au sein d'un pays, même si elle ne se recouvre que partiellement. Parce que, comme je l'illustre avec cette carte, c'est une carte de France administrative qui est découpée par département et où l'on voit qu'il y a un fort tropisme balnéaire du tourisme des résidents français, puisque les départements, donc les parties du territoire qui reçoivent le plus grand nombre de touristes résidents, de touristes intérieurs, ce sont les départements côtiers. Toute la côte atlantique est à gauche et toute la côte méditerranéenne au sud. On voit qu'il y a ce tropisme, statistiquement, du tourisme domestique. Pour les touristes internationaux, c'est la même chose, mais ce ne sont pas les mêmes territoires qui font l'objet de la concentration de leurs visites. Ce graphique liste les 22 régions françaises et bien entendu les classe par ordre du nombre de touristes internationaux reçus pour l'année en question. On voit que la seule région capitale, l'Île-de-France, où on trouve Paris, regroupe le quart du total des touristes internationaux qui viennent visiter la France. Et les trois premières régions, que sont la région capitale, Île-de-France, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a une grande partie de la côte méditerranéenne, ainsi que la troisième région, Rhône-Alpes, où il y a la ville de Lyon, la troisième ville de France. Ces trois régions réalisent 50%, reçoivent 50% du nombre total de touristes internationaux qui viennent en France chaque année. À la concentration géographique s'ajoute la concentration temporelle, évidente, liée effectivement aux périodes de vacances et aussi au climat. Je vais m'arrêter là, sur ces repères, et on va voir maintenant plutôt comment se développent les liens entre la culture et le développement du tourisme, peut-être avec un point de vue plus français, et qui j'espère sera utile pour chacun. La France a bien conscience de l'atout économique que représente le tourisme. Et la France, l'ensemble un grand nombre des acteurs et des responsables des différents secteurs économiques, responsables politiques, tous savent ce que l'on doit sur ce plan aux ressources primaires, aux richesses naturelles et climatiques, géographiques d'abord, mais aussi, et de manière croissante, aux richesses culturelles. C'est tout à fait reconnu. Il s'agit bien sûr des richesses à la fois héritées du passé, de l'histoire, mais des richesses qui ont été entretenues, rénovées et valorisées. À ces richesses héritées, les richesses culturelles héritées, s'ajoutent les richesses culturelles du présent, bien sûr, qui se traduisent par la vie culturelle, en termes de spectacles, d'expositions et, en général, de la création artistique contemporaine. C'est donc, pour une bonne part, le résultat d'une politique culturelle, d'un volontarisme affirmé et d'un rôle assumé par l'État et les collectivités territoriales. Cet interventionnisme public qui prend ses racines dans l'histoire lointaine, depuis le mécénat royal, en passant par la Révolution française et la gestion des biens confisqués,
avec le projet de rendre accessible à tous, jusqu'à la création assez récente du premier ministère de la Culture en France en 1959 par André Malraux et le général de Gaulle. C'est seulement à cette date que existe et constituée une administration publique nationale dédiée au secteur culturel, sur un périmètre un peu plus étroit que maintenant, dotée de missions claires et surtout de moyens, d'un budget public. Aujourd'hui, le montant total des dépenses culturelles publiques en France s'élève à 11 milliards d'euros, c'est-à-dire 194 milliards de pesos, soit à peu près 3 000 pesos par habitant par an. Je vous laisse comparer avec les chiffres mexicains que je ne connais pas. C'est la répartition du budget public entre l'État et les collectivités locales, les régions, les départements, les villes, est la suivante. Sur 11 milliards, 3 milliards proviennent de l'État et 7 proviennent des collectivités locales. Et en premier lieu, des villes. C'est-à-dire que le financement public de la culture est majoritairement le fait des collectivités territoriales, des collectivités locales. Pour l'État, il consacre à peu près 1% de son budget à la culture, 900 pesos par habitant et par an. Les collectivités, elles, les villes en particulier, lui consacrent 9% de leur budget, soit à peu près 2000 pesos par habitant et par an. On est dans un pays que l'on qualifie de décentralisé et ça intègre également le secteur de la culture. Même si, c'est très important, il existe de nombreux partenariats, de nombreux cofinancements entre les différents niveaux de collectivités publiques, y compris l'État avec les collectivités locales. Mais il revient à l'État quand même de financer les grands établissements publics nationaux que vous connaissez peut-être, les grands musées nationaux, l'opéra, etc. Alors, excusez-moi, je reprends les feuilles dans l'autre ordre. Alors, une première approche des liens entre la culture et le développement touristique va distinguer deux niveaux. À un niveau général, d'abord, la culture participe de l'image du pays, de sa réputation, de son identité perçue par l'extérieur. On est là sur un périmètre très large de la culture qui inclut bien entendu les secteurs traditionnels, les musées, les monuments, l'architecture, les manifestations culturelles, les expositions, les spectacles, mais aussi, et on peut même dire surtout en fait, tout ce qui tourne autour de l'art de vivre, du mode de vie et de ses différents aspects, depuis la gastronomie jusqu'à la mode, en passant par l'artisanat et d'autres savoir-faire. C'est la conception dorénavant reconnue, pas nouvelle, très extensive de ce que l'on peut considérer comme constitutif de la culture d'un pays. Ceci est source d'exotisme, de différenciation et dans une certaine mesure d'unicité. Tous les pays ont une culture, tous les pays ont une histoire, tous les pays ont une identité. Il y a peut-être deux différences qui peuvent exister entre les pays de ce point de vue-là. C'est d'abord en quoi cette culture est reconnue comme une dimension caractéristique de la réalité d'un pays,
Et d'autre part, en quoi cette culture va être perçue comme attractive, intéressante, va susciter l'intérêt et donc peut-être va générer du tourisme. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui peut être travaillé. Ce n'est pas une donnée intangible. Et bien entendu, les pays n'ont pas attendu pour engager des politiques de communication et d'image et aussi des politiques de valorisation, c'est-à-dire qui sont destinées à révéler la valeur de différents aspects de la culture. Il s'agit de donner envie. Dans cette première approche, la culture est une dimension de l'attractivité. Une dimension parmi d'autres. Un registre qui va s'inscrire dans l'ensemble des motivations qui vont générer le désir d'aller voyager dans telle destination. Le premier indicateur qui nous est donné résulte d'enquêtes auprès des visiteurs étrangers sur leur motivation. Et on s'aperçoit que la valeur de cet indicateur est très élevée, parce que 80% des visiteurs étrangers déclarent que la culture fait bien partie de la liste des principales motivations qui les ont décidés à venir en France. Donc on voit que la culture joue là un rôle important à ce premier niveau. Le deuxième niveau est plus spécifique. Il s'agit des activités culturelles qui font partie des activités recherchées par les touristes. La culture est considérée, de ce point de vue-là, comme une activité touristique possible parmi d'autres. La valeur de ce deuxième indicateur, qui nous est également donnée par des enquêtes, non plus cette fois sur les motivations, mais sur les activités pratiquées par les touristes, nous montre que le pourcentage est divisé par deux. 40% des visiteurs étrangers déclarent effectivement que la motivation principalement culturelle de leur voyage est la culture. À l'extrême, on a ce qu'on appelle le tourisme culturel en tant que tel, où la seule première motivation du touriste international, c'est la culture. Ce sont de pratiquer des activités culturelles. Bon, le tourisme culturel en tant que tel, on peut encore le considérer comme une niche. Parce que finalement, il concerne moins de 40% des visiteurs, beaucoup plus réduit. Mais ce qui nous intéresse, ce sont ces 40% de visiteurs internationaux qui déclarent qu'ils souhaitent engager des activités culturelles parmi d'autres activités. Alors, en moyenne, on a chiffré que dans la totalité des consommations touristiques, la moitié est consacrée au transport, à l'hébergement et à l'alimentation. Le sport, les loisirs et la culture, qui forment une catégorie globalisée, assez frustrante, totalise 7% des consommations touristiques globales. Donc on voit qu'il faut relativiser ces pourcentages, où l'on passe de 80% à 40%, et au final à 7% de consommation touristique consacrée à un poste qui est même plus large que les activités uniquement culturelles. Alors, bien sûr, on retombe à ce moment-là sur la question de la définition des activités culturelles que l'on va considérer. Parce que si l'on admet que vouloir goûter à un mode de vie d'un pays, pratiquer des activités courantes, est une forme de tourisme culturel, une forme d'activité avec une dimension culturelle, eh bien une partie des dépenses alimentaires
liés à la gastronomie, par exemple, devraient pouvoir être comptabilisés au titre des dépenses culturelles. La première série d'indicateurs était du côté de la demande. On interroge les touristes sur leur motivation. On interroge les touristes sur leurs activités et leurs dépenses. Il existe un deuxième type d'indicateurs qui sont plutôt du côté de l'offre, où l'on va considérer le poids des touristes dans la fréquentation totale, par exemple, de cette offre. Et là, ces indicateurs confirment également l'importance du tourisme pour la culture. Et ceci, bien entendu, nécessite des enquêtes auprès des touristes, mais aussi, pour ce deuxième type d'indicateur, des enquêtes sur les publics, des équipements culturels ou des manifestations culturelles. Ces enquêtes sont, la plupart du temps, le fait uniquement des grands équipements culturels, des grandes manifestations, parce que ce sont des dispositifs qui peuvent être onéreux et compliqués à mettre en œuvre. Donc il y a un risque de biais à ne pouvoir disposer de données sur le public des équipements ou des manifestations culturelles, des données qui identifient la provenance des visiteurs, de ceux qui fréquentent les manifestations, si on ne dispose que pour un nombre limité d'équipements ou de manifestations. Donc là aussi, il faut considérer les chiffres avec prudence. Toutefois, on constate un pourcentage élevé de touristes internationaux, de visiteurs étrangers, et en particulier dans les principaux établissements avec la meilleure notoriété internationale. Mais ceci ne concerne qu'une partie limitée de l'offre. La Direction générale des patrimoines du ministère de la Culture considère qu'il existe une cinquantaine d'équipements culturels, musées, monuments ouverts à la visite, qui sont les blockbusters, où la part des touristes internationaux dans le total des visiteurs, du public, de ces équipements, dépasse 50%. Pour le reste, on a deux catégories de sites, de musées, de monuments, de lieux, à dimension culturelle et patrimoniale, ceux de moindre notoriété, où là la part des touristes internationaux tombe à 30%, et enfin tout le reste, où la part des touristes internationaux ne dépasse jamais 10%. Donc, bien entendu, il faut aller assez finement dans l'analyse de ces indicateurs. Mais en général, on peut conclure que les valeurs relativement élevées, même sur une partie de l'offre culturelle, traduisent la dimension culturelle de l'attractivité touristique du pays, l'importance de la culture dans les activités recherchées par les touristes, au point que pour certains établissements, c'est le premier public. Les touristes internationaux, les visiteurs internationaux constituent leur principal public. Et on a également, ici au fond, ces deux types d'indicateurs sont des indicateurs de l'attractivité des éléments de l'offre culturelle. Via les données de fréquentation, il s'agit donc d'une attractivité observée. Il y a un troisième type d'indicateur sur lequel il est plus rare, plus difficile d'obtenir des données, des informations. Ce sont les enquêtes de satisfaction. On a, dans une première approche, considéré les motivations de la venue des touristes internationaux dans le pays, puis on a considéré leurs activités et leurs dépenses, puis on a considéré ce que ces activités représentaient, au fond, dans l'activité de l'offre culturelle nationale, mais on n'a pas encore d'indicateurs très précis sur la satisfaction que les touristes internationaux ont retirée de leur séjour, de leur voyage et de leur fréquentation de l'offre culturelle. Et ça, c'est un indicateur qui est essentiel
Quelques sondages ont par exemple montré en France qu'il y avait des sources d'insatisfaction qui progressivement pouvaient devenir problématiques et pouvaient remettre en cause, à terme, si ce n'était pas corrigé, le choix des destinations touristiques. Parce que, comme vous le savez, dorénavant, les individus sont capables de communiquer via Internet, sur les réseaux de pairs, leur expérience en termes de fréquentation. Et là, ça peut être dévastateur. On l'a vu pour les services hôteliers, avec des grandes plateformes internationales qui peuvent faire et défaire la réputation des établissements, eh bien, pointe le même problème possible pour n'importe quel élément d'une offre touristique, y compris culturelle. Alors, je vois qu'il est déjà midi, je vais un peu accélérer. On a là ici un autre graphique qui illustre le poids du tourisme culturel dans les activités des touristes internationaux. C'est le deuxième en termes de pourcentage. On retrouve à peu près les mêmes données, plus de 35%. J'ai déjà commenté cela. À ce stade, je souhaiterais aborder la façon dont on peut considérer l'offre culturelle comme une ressource touristique. Cela ne la résume pas, bien entendu. Mais l'offre culturelle peut être considérée parmi les ressources premières, essentielles, comme les ressources naturelles, qui vont faire l'objet d'une attention, d'un désir et donc d'une demande touristique. Ce qui est très important à saisir, c'est que ces ressources culturelles, ces ressources premières, ne deviennent effectives que s'il existe des ressources secondaires. Ce sont celles-là qui permettent la valorisation touristique des premières. Vous l'avez compris, il s'agit de l'infrastructure de transport, d'hébergement, de restauration et plus globalement l'ensemble des services touristiques qui vont rendre possible la mise en tourisme de ces éléments de l'offre. Mais on est bien d'accord, ce ne sont pas ces ressources secondaires qui vont déterminer l'attractivité de l'offre culturelle. On peut identifier 3 dimensions de l'attractivité d'une offre culturelle. La qualité, la densité et la variété. Les deux registres de la densité et de la variété sont assez objectifs. On peut considérer qu'ils vont jouer à l'échelle d'un territoire, d'une destination touristique. C'est le nombre total d'éléments d'offres culturelles, le nombre total de musées, de monuments, de manifestations culturelles, etc., concentrés sur un territoire, qui vont accroître l'attractivité de cette destination. Mais de nombreuses offres ne suffisent pas. Encore faut-il qu'elles soient assez variées, qu'il y ait une gamme assez large de biens et services culturels qui puissent intéresser un plus grand nombre de personnes. Le troisième registre, celui de la qualité, c'est le plus important. Et ce registre de la qualité, il joue au niveau de chaque élément constitutif de l'offre culturelle, de chaque établissement culturel, de chaque musée, de chaque monument, de chaque festival, de chaque représentation, etc., etc. C'est bien sûr... Cette qualité comporte en elle-même des critères de densité et de variété. Mais on est sur un autre registre que les deux premiers. Un musée ne vaut pas un autre musée. Un festival ne vaut pas un autre festival. Tout ça n'est pas indifférencié. Et on va établir un lien entre la qualité de chaque ressource culturelle et son attractivité. Ce n'est pas seulement une question de taille, c'est aussi une question de rareté, de spécialisation. Il y a de multiples aspects sur la qualité qui renvoient globalement à la valeur culturelle de cette offre.
Il y a de multiples registres de valeurs culturelles et de nombreux attributs de l'offre vont déterminer au final la qualité de la ressource culturelle. Chaque offre, chaque élément de l'offre, chaque ressource, chaque équipement, chaque événement culturel est unique et difficile à comparer. On est sur le registre des biens singuliers qu'a théorisé Lucien Carpic. Ce qui va être déterminant à partir de là, on le sait, c'est tout ce qui va renseigner le consommateur d'abord sur l'existence d'une offre et surtout sur la nature de cette offre. C'est-à-dire tout ce qui va lui permettre d'anticiper sur les caractéristiques de l'offre culturelle et donc sur l'intérêt et la satisfaction qu'il va pouvoir anticiper à sa visite, à sa participation à un spectacle, etc., etc. Et pour cela, les systèmes de représentation et les dispositifs de prescription formelle et informelle jouent un rôle déterminant. Au fond, l'offre ne suffit pas, la qualité intrinsèque de cette offre ne suffit pas. Ce qui va jouer en matière d'attractivité, ça va être le système de représentation et de prescription qui va jouer autour de cette offre. La valeur culturelle n'est donc pas donnée, elle est socialement construite. Et on peut faire l'hypothèse raisonnable qu'elle est encore plus socialement construite lorsque l'on va raisonner en termes de tourisme. C'est-à-dire que les dispositifs de prescription vont être encore plus mobilisés par les touristes étrangers parce qu'ils ont du mal à déterminer la valeur ou la qualité de tel ou tel élément de l'offre dans un pays qu'ils ne connaissent pas, ou peu. Il est intéressant ici de distinguer les différentes catégories de tourisme pour lesquelles, effectivement, des systèmes de représentation et des modes de prescription différents vont jouer. On a vu qu'on avait déjà distingué les touristes étrangers des touristes résidents. Ce n'est pas suffisant. On a vu qu'il était intéressant de considérer la distinction entre les touristes lointains et les touristes de proximité. La distance géographique. Il est également intéressant de distinguer les profils des touristes selon, on parle de touristes de court séjour, de long séjour, pour 3 jours, pour 3 semaines. Enfin, 2 autres catégories sont tout aussi déterminantes, ce qu'on appelle les primo-arrivants, ceux qui viennent pour la première fois dans un pays, et ceux qui sont familiers d'une destination. Ils reviennent pour la 2e, 3e, xème fois. Enfin, dernière distinction, les touristes en groupe, plus ou moins organisés, et les touristes individuels. Ceux que le développement du tourisme individuel est important. Eh bien, en croisant ces différentes catégories, on va avoir des profils de touristes qui vont avoir une plus ou moins grande attente en termes d'activité culturelle. Les primo-arrivants, qui vont séjourner sur un temps très court dans un pays et qui viennent de très loin, par exemple, vont concentrer leur attente touristique sur la culture, mais sur le premier niveau, le niveau de plus grande notoriété de l'offre culturelle, bien entendu. Un touriste chinois, lorsqu'il vient en Europe, il ne vient pas en France, il vient en Europe, il veut voir Paris, la Tour Eiffel, le Louvre, peut-être Versailles, et après, il va dans un autre pays. Vous voyez, le profil des touristes est déterminant par rapport à leurs attentes. Et les dispositifs de prescription vont répondre à cela. Ce qui est important à ce stade, il me semble, c'est que pour le monde de la culture, cela implique de rentrer en contact, de comprendre les modes de prescription
qui ont lieu dans le domaine du tourisme. C'est-à-dire qu'à des dispositifs de prescription proprement culturels, qui sont les critiques, les experts, les classements hiérarchiques, l'avis des pairs, va s'ajouter de nouveaux modes de prescription qui sont des acteurs de l'industrie touristique. Les tours opérateurs, les voyagistes, les chaînes d'hôtels, les agences de voyage. Ce sont eux qui vont devenir prescriptifs pour les touristes internationaux. Et donc, ce qui paraît déterminant, si l'on reconnaît le rôle de ces modes de prescription, c'est que ces modes de prescription ne soient pas étanches au monde culturel, mais qu'il puisse y avoir articulation et collaboration entre les prescripteurs du tourisme et, entre guillemets, les acteurs du monde de la culture. Je ne vais pas être trop long. Après avoir considéré la culture comme facteur d'attractivité touristique, je crois qu'il est important de considérer ce que la culture apporte spécifiquement au tourisme. Je serai assez rapide. Je vous laisse prendre connaissance des différents points qui me sont venus. On parle d'une capacité à diversifier l'offre, à diversifier les destinations touristiques possibles, en s'affranchissant des ressources naturelles, par exemple, qui sont bien entendu limitées. On parle également de la possible montée en gamme des visiteurs, faisant venir des visiteurs intéressés par la culture, qui sont réputés avoir un pouvoir d'achat plus élevé. L'étude a montré qu'un touriste culturel, entre guillemets, pouvait dépenser jusqu'à 30% de plus qu'un touriste normal. Je ne sais pas si c'est le terme qui convient. La contribution spécifique de la culture au tourisme se constate également dans l'étalement de la saison. Au-delà de la période d'été, par exemple, jusqu'à une fréquentation qui peut se faire tout au long de l'année. Enfin, on constate que l'offre culturelle, la culture, devient parfois un produit d'appel pour des formes de tourisme non culturelles. On va intéresser, attirer les touristes sur une destination, même s'ils ne vont faire aucune activité culturelle, on va les attirer par la culture. Et là, on revient à notre premier registre initial de la culture comme vecteur d'attractivité globale. Alors, j'aurais voulu, mais je ne sais pas si j'ai le temps, il faut que les organisateurs me disent combien de temps on dispose. 5 minutes. Ok. 5 minutes. J'aurais voulu vous faire part d'un des plus récents exemples. Merci. Justement, par rapport à une question qui se pose, j'aurais voulu vous faire part de l'exemple récent de la création d'une antenne du Louvre dans une ville pas du tout touristique, qui est une ville qui a été caractérisée par l'exploitation minière dans le nord de la France, qui est une ville qui a connu une très grande crise industrielle et qui a obtenu, à partir de 2004, la décision de la création d'une antenne du Louvre, la marque culturelle, l'une des marques culturelles les plus fortes existantes en France, de manière tout à fait volontaire. Vous le voyez, c'est un projet qui a coûté 150 millions d'euros, qui a été financé par la région du Nord-Pas-de-Calais à 60%, et qui aura un coût annuel de fonctionnement de 15 millions d'euros, c'est-à-dire 265 millions de pesos. L'ouverture s'est faite à la fin de l'année 2012 et à la fin de l'année 2013, on a pu constater un formidable engouement. Plus de 900 000 visites qui sont pour partie dues à l'effet d'ouverture, bien entendu,
mais lié aussi à la gratuité offerte la première année de fonctionnement de cet équipement, mais tout de même un niveau de fréquentation presque le double de celui qui était initialement attendu. Et dès la première année, des visiteurs étrangers ont représenté un cinquième du total des visiteurs, ce qui est assez intéressant pour un équipement qui n'existait pas. On le voit, on est sur le modèle ici de Bilbao, où on recherche l'effet Bilbao, ce qu'on appelle l'effet Bilbao, mais en commençant par la fin, en quelque sorte, c'est-à-dire en partant d'un équipement culturel emblématique pour ensuite essayer de générer un développement touristique et un développement économique et du territoire plus largement. Commencer par la fin, c'est permis uniquement parce qu'il y a la marque Louvre. C'est-à-dire que grâce à cette marque, on court-circuite la montée progressive en notoriété d'un équipement culturel, puisqu'on s'approprie la notoriété de la marque pour faire venir directement les visiteurs étrangers. On verra dans 10 ans si c'est une stratégie qui a réussi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'immédiatement, au moment de la conception de la décision d'implanter une antenne du Louvre ailleurs qu'à Paris, les acteurs locaux se sont dit qu'il fallait enclencher une stratégie de développement économique. Et l'un des axes de cette stratégie de développement économique, c'est bien entendu le développement touristique, faire en sorte que les visiteurs étrangers, les visiteurs hors de la région, en tout cas, soient aussi intéressés par l'ensemble de l'offre culturelle de la région, au bénéfice donc de l'offre culturelle régionale, mais aussi d'enclencher sur le développement d'activités connexes, par exemple dans le domaine digital, dans le domaine numérique, avec la création de Louvre-Lens-Vallée, un peu sur le thème de la Silicon Valley, évidemment, où il s'agit d'aider des entreprises, des start-up à développer des produits innovants autour de la médiation culturelle, de la sécurité des œuvres d'art, de la connaissance des publics, etc., etc. Mais évidemment, ce qui compte ici, c'est d'une part un investissement initial très important, la mobilisation de tous les niveaux, mais essentiellement les niveaux locaux de collectivité. Il faut assumer ensuite un coût de fonctionnement assez élevé pour cet équipement et lui donner le temps de générer cette fréquentation, complété par un accompagnement en termes de stratégie de développement territorial. Si vous me permettez, je terminerai par une réflexion sur finalement le rôle du tourisme dans le développement culturel. Et bien entendu les paradoxes que ça peut soulever. Le tourisme est une forme de démocratisation culturelle. En France, les résidents vont enclencher ces activités culturelles lorsqu'ils vont être en situation de tourisme. C'est pendant les vacances, effectivement, qu'ils vont avoir le temps, avoir l'envie de s'engager dans des activités culturelles. Donc, il est loin le temps où on pouvait considérer avec condescendance le touriste comme étant un visiteur pas important, pas intéressant, pour quelqu'un qui fait que du tourisme, qui ne prend pas la culture au sérieux. Il n'y a plus du tout cette vision-là en France. Le touriste est respecté comme n'importe quel visiteur. Et ça, c'est très important. Et tous les moyens de médiation, d'accompagnement, d'aide à la meilleure expérience possible lors de son activité culturelle sont dorénavant des priorités pour les équipements et pour les événements culturels. Le développement touristique représente un vecteur de levée de financement important pour les activités culturelles. Elles ne peuvent plus du tout négliger
cet aspect. Et en même temps, bien sûr, il nous faut avoir en tête toujours les limites ou les difficultés qui peuvent survenir, qui ne sont pas nouvelles, qui étaient déjà existantes antérieurement, mais qui prennent une dimension amplifiée. Les risques de surexploitation, de menaces sur les sites, sur les ressources culturelles, avec dorénavant une priorité donnée à la perspective de durabilité qu'il faut intégrer, les problèmes d'encombrement, de foule, qui vont diminuer la satisfaction que les individus vont pouvoir retirer de leur expérience culturelle. Et donc au final, le risque de les voir se détourner de ces activités. Et finalement, le risque de dévalorisation, de dénaturation, au regard de ce que peut représenter pour la population locale, régionale, nationale, un ensemble d'éléments culturels importants, les fêtes, les monuments, les traditions, qui vont être transformés en simple curiosité touristique et où le touriste va de nouveau être considéré comme un prédateur. Mais ces risques sont connus et il existe de nombreuses orientations qui permettent d'envisager le développement des activités culturelles dans le tourisme et le développement du tourisme culturel dans une perspective durable. Je suis donc désolé de ne pas avoir été jusqu'au bout de ma présentation. Je crois qu'il faut que je m'arrête maintenant. Je suis bien sûr disposé à répondre à toutes les questions, que ce soit maintenant ou à l'extérieur, après notre... Je vous remercie. Les agradezco mucho.